Europe en sueur, c'est la panique, ils ont très peur. Des trucs écologiques, Andreas Malm les a traumatisés. Pascal Pro est tétanisé. On va parler d'Andreas Malm, enfin plutôt un plateau radio à parler d'Andreas Malm il y a 8 jours. Donc, sur quel plateau a-t-on parlé d'Andreas Malm? Je vous le donne dans le mille et je pense que à la charmante chevelure argentée de ce présentateur, vous allez tout de suite... Voilà. Alors, qu'à dire Europe 1 sur Andreas Malm? Le titre de cette vidéo, c'est Andreas Malm, théoricien du sabotage écologique, nouvelle idole de la gauche française. Oh là là, regardez ça, hein? Regardez. Je vous propose d'y aller. Manuel Ducrot. Cet homme qui ne rit jamais, peut-être, c'est un des nouveaux maîtres à penser de l'extrême gauche et de l'écologie radicale. Il s'appelle Andreas Malm. Et il se trouve Un maître à penser. Un maître à penser. Malm n'invente pas grand-chose à part faire une synthèse plus digeste des gens qui l'ont précédé, hein, soyons clairs. Et d'ailleurs, c'est un peu le propos aussi qu'on développe dans un portrait de l'écoterrorisme, hein, c'est que les luttes d'aujourd'hui s'inscrivent dans les luttes du passé, dans la continuité des luttes du passé, et celles de demain s'inscriront dans la continuité de celles qu'on forge aujourd'hui. que Andreas Malm fait beaucoup parler de lui en ce moment. Oui, parce qu'il a été invité il y a quelques jours en grande pompe par la France Insoumise, mais je vais y revenir. Il est suédois, c'est un chercheur, un militant du climat qui se revendique de l'anticapitalisme et il est connu depuis la parution en 2020 d'un essai qui s'appelait Comment saboter un pipeline qui a donné un petit frisson révolutionnaire au milieu d'extrême gauche. Bon, ils n'ont pas lu le bouquin. Je pense qu'ils n'ont pas lu le bouquin. Parce que comment saboter un pipeline, c'est pas tant un projet révolutionnaire, hein, que ça vend. C'est que ça explique que le sabotage, ça prend plein de formes et que ça a un spectre très large et un spectre qui est accessible, en fait. En fait, Malm, il donne des exemples de choses qu'on peut faire qui sont de l'ordre du sabotage et qui ont un impact concret. Par exemple, un de ces exemples qui est le plus souvent repris, c'est celui de la question de rayer les SUV ou de dégonfler leurs pneus. En fait, parce que, et d'ailleurs, avant déjà que Malm en parle, c'était déjà un vrai truc, et depuis que Malm en a parlé, c'est encore plus un truc. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui rayent les SUV, machin, etc. Et ça a comme effet d'augmenter les coûts de l'assurance, et du coup, il y a de moins en moins de gens qui s'achètent de SUV, même si les ventes continuent d'augmenter, etc. Mais les coûts d'assurance augmentent, donc factuellement. Et il y a le même truc qui se passe d'ailleurs sur les engins de chantier, parce que depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, le nombre de sabotages sur les chantiers a augmenté, et du coup, c'est très difficile aujourd'hui d'assurer les engins de chantier. Je trouve que là, Europe 1 est quand même étonnamment pointu à parler d'Andreas Malm, qui est relativement confidentiel pour leur audience. Oui, mais parce que je pense que Pro, il aime bien taper sur quand même la gauche, l'extrême gauche. Pour lui, l'extrême gauche est extrêmement dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse, voilà. Et actuellement, en tout cas, dans ce que nous, on a vu dans les portraits de l'écoterrorisme, pourtant, on a commencé avec Una Bomber, hein, qui est un gars qui est un écoterroriste, qui posait dans les années 90-2000 des bombes, qui a envoyé des colis piégés à des entrepreneurs de la tech, à des boutiques, etc. Donc a tué 3 personnes, bon, en 18 ans d'activité, hein, pour un terroriste, c'est soft, mais ça reste quand même des meurtres. En fait, et même lui, hein, on peut pas dire que c'était un gars d'extrême gauche, en fait. Lui, il a une critique sur justement le gauchisme, etc. Donc ouais, voilà. Donc Una Bomber, c'est Kaczynski. Oui, c'est tout à fait ça. Kaczynski le matheux, tout à fait, c'est lui. Voilà. Si jamais ça t'intéresse, voilà, on a la vidéo est sur YouTube. Tu peux ne pas hésiter. Et c'était intéressant d'aborder le cas Una Bomber, en fait. Déjà, ça, en fait, quand en général on aborde des profils comme ça, on regarde aussi dans quelle idéologie il s'inscrit. En fait, on surfe d'articles Wikipédia en article Wikipédia pour regarder l'histoire des mouvements, l'histoire de certaines luttes, et aussi, on sait pas trop à quoi ça consiste. Lui, il se revendique du mouvement ludiste, par exemple. Le mouvement ludiste, hein, qui est un mouvement anti-tech qui a commencé dans les années 1880, un truc comme ça. Donc c'était intéressant. Si le sujet te plaît et que le ton de la chaîne aussi, n'hésite pas à aller mater la vidéo sur YouTube, quoi. Voilà. Ça prend un peu de temps, mais c'est un truc qu'on peut mettre en fond en écoutant tranquille. La théorie d'Andreas Malm, c'est qu'il faut intégrer le sabotage dans le répertoire d'action du mouvement pour le climat. Il précise, pour ne pas tomber sous le coup de la loi, que la violence directe envers les humains n'est pas acceptable. Voilà. C'est là où, en fait, il y a la différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite, hein, on le répète, hein, mais elle est vraiment là. Hein. L'extrême gauche ne cherche pas tant à nuire aux personnes qu'à nuire aux biens. L'extrême droite attaque les personnes assez rapidement. Mais que tous les autres moyens d'action sont légitimes, justifiés par une cause écologique supérieure, potentiel de dérapage terroriste énorme, bien sûr. Énorme. Le potentiel de dérapage terroriste est énorme. Il est énorme.
Il est énorme. Beaucoup plus énorme hein, que tout simplement l'idéologie néo-nazie ou que de donner des armes dans des régions en conflit, avec des conflits ethniques et religieux, quoi. Genre le potentiel de terrorisme qui est lié par le... Franchement, vous avez vu que depuis qu'Andreas Malm a sorti son livre, le nombre d'attentats d'hommes soja qui ont tué des gens en les frappant avec des quinoa a augmenté hein. Vous avez vu? C'est incroyable. Hein. Trouvez la vidéo, merci. Ah bah avec plaisir, c'est la cédille. Le bien autoproclamé en action accepte facilement qu'on ne fasse pas d'omelette sans casser des œufs. Est-ce que la crise climatique n'est qu'un prétexte Incroyable, incroyable. à Andreas Malm? Évidemment, Andreas Malm, C'est un prétexte. La crise écologique. Attendez, d'accord. Qu'un prétexte à Attendez. Andreas Malm? énorme, bien Oui. sûr. Le bien autoproclamé en action accepte facilement qu'on ne fasse pas d'omelette sans casser des œufs. Est-ce que la crise climatique n'est qu'un prétexte à Est-ce que finalement Andreas Malm, il avait pas juste envie de tout péter? Et que là, il est bien arrangé quand même que les ours polaires sont en train de crever, que tout soit en train de cramer partout. Comme ça, il a un prétexte pour pouvoir tout péter? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Réponse de la chroniqueuse d'Europe 1. Andreas Malm? Évidemment, Andreas Malm, c'est l'enfant inquiétant et fanatisé qu'une Greta Thunberg à bombe incendiaire aurait tué avec un Karl Marx sous stéroïdes. Pour Andreas Malm, c'est Le niveau de fantasme de ces gens. Genre, ah là, tu vois, c'est là, c'est dit, genre, Europe 1 commence quoi? Et commence à. Oui, Andreas Malm, et là, blah, on se vautre dans un niveau d'objectivité et de lucidité extrêmement bas. Je vais tout. Et je remets le son. Est-ce que, quand un homme soja chie par terre, un pied de bœuf pousse naturellement dessus? Pas forcément. Les hommes soja, pas forcément. Je pense que peut-être, je pense que normalement, quand ils chient par terre, c'est peut-être un engrais de meilleure qualité. Voilà ce que j'aurais envie de dire. le système J'essaie, je te confirme. capitaliste qui est responsable de la crise climatique et Il a pas raison. l'ensemble de l'humanité. Et dans son dernier livre paru en octobre 2023 qui s'appelle Avis de tempête, le Suédois veut entretenir une haine de classe écologique comme moteur de... Bon, en fait, j'avoue. J'avoue qu'en fait, on dit un peu ce que dit Andreas Palm. C'est-à-dire que nous aussi, ça nous intéresse de dire que quitte à ce qu'il y ait des boucs émissaires, même si c'est un peu différent. La haine de classe. Ah bah oui, c'est la haine, hein, c'est la haine de classe. Hein. De toute façon, on le voit, hein, genre quand on regarde Sandrine Rousseau qui fait des poivrons au barbecue, c'est de la haine, quoi. Là, vous avez vu Greta Thunberg, hein, des propos haineux de Greta Thunberg, hein, vraiment, non, la haine. l'action. Pour Malm, tout ce qui est issu de la démocratie libérale occidentale est donc l'ennemi et il détient une forme de vérité absolue contre le système. Et il a table ouverte dans toute la sphère de gauche radicale. Hein. Oui, alors pas seulement dans les mouvements protéiformes comme les soulèvements de la Terre qui reprennent son expression de... Ouh, mouvement protéiforme. Dis donc. Dis donc. Mais ce qui est vrai, hein. Bah, je suis étonné. Je suis étonné de voir. C'est marrant, hein, c'est quand même dans la droite un peu teubée. Il y a vraiment des zones de déconnexion totale du cerveau. Et d'autres, tu fais. Bah, putain, vous êtes capable de comprendre qu'en fait, les soulèvements de la Terre, c'est pas. C'est pluriel, en fait. C'est quand même fou. Et vous allez utiliser un mot encore plus compliqué pour le dire. désarmement pour justifier les sabotages. Andreas Malm était... Oui, voilà, ils utilisent le terme de désarmement pour justifier les sabotages. Bah, en fait, c'est juste parce que, vu que la sphère médiatique est quand même beaucoup plus puissante dans des idées de droite, des idées libérales, etc., on se fait confisquer nos mots. Genre, genre beaucoup de termes qui voulaient être utilisés pour parler de la crise écologique, du sentiment qu'on peut avoir en tant qu'être humain de se sentir mobilisé pour cette cause-là. Parce qu'on rappelle, hein, 30 000 personnes à Sainte-Soline, c'est pas parce que c'est pas la haine de la bourgeoisie qui fait qu'on veut désarmer un site qui accapare l'eau des nappes phréatiques. C'est pas la haine des agriculteurs. C'est même pas la haine du système. Hein, je rappelle, il y a eu quand même... Enfin, c'est rien à voir avec la haine. Par contre, il y a un sentiment de mobilisation. Le problème, c'est que c'est tous ces termes-là, dès qu'ils apparaissent, le pouvoir libéral en place, celui de Macron, les récupère. Hein. Et ils le font, mais tout le temps. Par exemple, le nombre d'éléments de langage que Macron a récupéré du programme de la France Insoumise est assez élevé, en fait. C'est assez triste. Bon, la haine. D'ailleurs dans les manifs qui ont dégénéré à Sainte-Soline comme nombre de touristes de l'émeute. Mais Malm, malgré sa violence affichée, est un gourou pour Europe Écologie Les Verts. C'est du dernier chic de s'afficher en groupie malmienne. Et puis il y a quelques jours, le 30 mars, il était invité à une conférence de la France Insoumise. Il a partagé l'affiche avec la députée Clémence Guettet. Il a tranquillement appelé à profiter de l'été pour amplifier les actions et les sabotages. Et nous,
soutenons également, nous disons la même chose, hein. Voilà. On soutient pas tant les propos de Malm qu'on dit la même chose pour des raisons similaires. Voilà. Je vais revenir après la vidéo sur la différence concernant la raison pour laquelle je pense qu'il y a une nuance entre moi, ce que je dis ici et ce que dit Malm concernant pourquoi est-ce que c'est intéressant de désigner la bourgeoisie comme ennemi de classe. Voilà. Personne n'a bronché à l'écoute de ces appels à la destruction. Alors, les positions de Ah non. Malm sont radicales, mais vous nous dites que ça va au-delà. Personne n'a bronché à l'écoute de cet appel à la destruction. On rappelle que pendant le conflit israélo-palestinien, il y a des mecs qui ont appelé à aller tabasser les gens de la France insoumise en les traitant d'antisémites, etc. Il y a des gens qui appellent à aller massacrer les Gazaouis. Là, on ne parle pas de désarmer des sites, là, hein. Voilà. Il y a des gens quand même enfin, quand la droite s'exprime, elle s'exprime très souvent en faveur de destruction de l'intégrité des individus physiques, hein. Et là, il y a Malm qui dit « faut rayer des SUV ». Ils sont là « oh non, la haine, la haine ». De la ritournelle anticapitaliste. Ah oui, le sympathique Andreas Malm a pu donner au cours de cette conférence un panorama de l'intégralité de ses positions radicales. Alors, outre ses appels au sabotage, on retiendra qu'il qualifie le Hamas de mouvement de résistance, les pogroms du 7 octobre d'actes de libération. Il explique aujourd'hui qu'il consomme les vidéos des violences du Hamas comme une drogue qu'il injecte dans ses veines. C'est une citation. Alors, on est bien loin du climat, on est dans l'exaltation du terrorisme et la récupération de toutes les haines pour les faire fructifier contre le système. Que ce discours soit adoubé par des partis politiques en France est inquiétant. Quant à leur décomposition morale, ils savent qu'ils ne gagneront pas par les urnes. Ils misent sur le chaos. Putain. Bon, voilà, on nique le système, vivement le transtème, et puis après, le chrysanthème, hein, comme le dit le bon Noya, petit entrepreneur des haines, tout à fait ce bon Andreas Malm. Bon, ses propos sur la Palestine, c'est ses propos, hein. C'est-à-dire, moi je vous avoue que si je dois regarder des vidéos qui me font du bien, c'est plus des vidéos de sabotage de sites. Voilà, celle que j'ai mise dans le générique de la saison 1 de Merci pour mon turfu. Voilà, genre là-dessus, et c'est des vidéos qui me rendent impatient de retourner à Sainte-Soline, et donc je vous y reconvie évidemment, hein. Le week-end du 20-22 juillet, on retourne à Sainte-Soline, et probablement la semaine avant, il y aura des actions pendant toute la semaine. Évidemment, nous attendons que le programme soit dévoilé, et donc n'hésitez pas. On rappelle Europe 1. Salut Buvard en papier recyclé. Europe 1, c'est 2 244 000 auditeurs pour de la merde pareil. Exactement. C'est la catastrophe. Petite nuance, donc Andreas Malm, donc lui il est communiste, hein, je crois même qu'il est marxiste, hein, Andreas Malm. Donc lui, je pense qu'il se base sur la grille de lecture marxiste, hein, pour désigner la bourgeoisie comme ennemi de classe. Moi qui ne suis pas marxiste, même si j'ai de très bons amis marxistes, mais aussi j'ai énormément de respect pour leur grille de lecture que je trouve trop bien. Moi, la raison pour laquelle je prône l'essentialisation des bourgeois et le fait de les désigner comme ennemis vient de ce bouquin. Paf, évidemment, c'est à l'envers. Est-ce que je vais mettre en full screen? Paf, vient de ce livre de Dimitri Orlov. Donc c'est un livre qui fait un peu froid dans le dos, hein, parce que Dimitri Orlov, c'est un type qui, du coup, a vécu l'effondrement du bloc de l'URSS, etc. Et en fait, il explique que lors des effondrements de civilisation, il y a plusieurs strates, et en fait, pendant que ça arrive, pendant ce qu'on appelle l'effondrement politique, ce que je pense nous sommes en train de vivre en France et un peu partout dans le monde, il y a un phénomène qui apparaît, qui est la désignation de boucs émissaires. Si c'est quelque chose d'un peu propre à l'organisation humaine que lorsque les choses vont mal, il faut désigner des boucs émissaires. Évidemment, si c'était à choisir, je préférais qu'il n'en soit désigné aucun. Cependant, quitte à en choisir un, je me dis autant choisir les bons. Et donc, personnellement, je ne ferai pas d'autres. Je ne pourrais m'inclure dans aucun autre mouvement qui choisit comme bouc émissaire comme bouc émissaire la bourgeoisie. Pourquoi la bourgeoisie? Parce que économiquement c'est les plus riches, économiquement c'est les plus puissants, et donc quand tu es puissant, tu as une puissance d'impact sur le monde qui est plus grande. En cela, ils sont plus responsables qu'un prolétaire, que quelqu'un qui a une puissance économique symbolique, foncière, culturelle moindre. Ils sont plus puissants, ils sont plus responsables qu'un prolétaire de l'état actuel des choses. Voilà. Donc c'est dans une optique de responsabilisation de la population, entre autres, et aussi de dire, si mécaniquement on est obligé d'avoir des boucs émissaires, dans ce cas-là, choisissons les bons. Comme le dit Vald dans sa chanson, shoot un ministre,
si tu veux faire un truc bien, frelon, défoule-toi sur les bons. Non, c'est quoi? Avant de faire une dinguerie, frelon, défoule-toi sur les bons, tu fais peut-être un truc bien, frelon, shoot un ministre. Du coup, on est à quel stade par rapport à ce bouquin? Bah, en fait, ce qui est intéressant dans la grille de lecture donc, de Orloff, c'est qu'il propose des strates. Et il dit pas, alors lui, il pense que ça commence avec, je pense que je peux retrouver rapidement cette page parce qu'elle doit être marquée. Elle doit être marquée, mais en gros, il dit que ça commence avec. Alors, j'aimerais retrouver ce petit schéma là qui était bien. En gros, lui, il dit c'est d'abord l'économie, ensuite le commerce, ensuite la politique, ensuite le social et ensuite la culture. L'économie, c'est les transactions monétaires de grande ampleur, c'est-à-dire mondialisées. Ensuite, le commerce, c'est est-ce que vos business près de chez vous fonctionnent. La politique, c'est est-ce que les décisions collectives sont organisées. Le social, c'est est-ce qu'il y a des organisations collectives pour traiter des problématiques sociales, aider ceux qui ont faim, etc., machin, etc. Et la culture, c'est après, lui, il dit, Orlov, il dit, il faut se battre autant qu'on peut, parce qu'en fait, chaque fois qu'on arrive à réduire la violence d'un effondrement, on s'éloigne, on essaye d'éviter d'arriver dans l'effondrement culturel. Et l'effondrement culturel, c'est quelque chose qui est partiellement présent à Mayotte. C'est une phase où, en gros, voler son prochain, tuer, se prostituer, manger des morts, tout ça devient acceptable. C'est-à-dire, ce qui par culture actuellement, nous, on n'a pas besoin même de la loi pour savoir qu'on tue pas notre prochain. On n'a pas besoin de la loi pour savoir que voler, c'est pas bien. Non, c'est pas parce qu'il y a des gens qui le font mais voilà, on se rend compte que c'est pas parce que c'est illégal que la majeure partie des gens ne le font pas. C'est parce que pour eux, culturellement parlant, c'était pas bien. Et donc l'effondrement culturel, c'est ce moment où ces lignes-là sont redéfinies par des questions de survie très violentes. Voilà. Voter, c'est pas bien. Voler, c'est pas bien. Bah, c'est moralement admis que voler, c'est mal. S'approprier le bien d'autrui. Voilà. Après, est-ce que ici sur cette chaîne on condamne le vol? Tout dépend de qui vole. À qui? Évidemment. Salut Inefficient. Salut Inefficient. Soyons debout comme Valérie Pécresse. Debout. Voilà, dans le bouquin, c'est pas nécessairement par ordre chronologique. Exactement, hein. C'est pas chronologique. Et même ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce que fait Malm, c'est que ça vous dit un truc. Enfin, pas Malm, ce que fait Orlov, c'est que ça dit un truc, c'est qu'on peut. Bisous Noya. Ce que ça dit, c'est que vous pouvez vous-même enrichir cette représentation de la civilisation en strates et de voir pour que ça corresponde à une grille de lecture plus fine. Lui, il propose que 5 strates, mais vous pouvez très bien rajouter une strate industrielle, une strate santé, une strate production d'alimentation, et ensuite observer les différents états de déliquescence, qu'est-ce qui se passe avec quoi, qu'est-ce qui est interconnecté et tout. Donc c'est intéressant. Bang, bang.